En fait, je n'étais pas du tout au fait du contenu des présentations précédentes, mais elle m'arrange très bien. Comme ça, je vais pouvoir passer très vite sur des choses qui ont déjà été signalées. Donc, c'est parfait. Comme vous pouvez le constater, c'est pas trop ma photo qui est présente. En fait, moi, comme le titre l'indique, je vais revenir sur un atelier qui a été mené par les étudiants du M2 ALM là, cette année, qui s'est terminé en février. Je vais y revenir dans un instant un peu plus précisément. Et là, la photo, c'est la promo en question. Alors, voilà, la photo est prise à Deauville. Ça n'a absolument rien à voir avec ce dont je vais vous parler, puisque je ne vais pas du tout vous parler de Deauville, même si ça pourrait être très intéressant. Et puis, c'est un travail qui a été aussi accompagné par deux collègues, Olivier Cassou, qui ne pouvait pas être présent, et Eric Foulquier, que vous avez entendu il y a un instant et qui réinterviendra juste après. Euh, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment juste un aperçu de cet atelier étudiant. Et puis, un petit coup d'œil sur ce qu'il y a après les 3 points de suspension. C'est-à-dire que je ne vais pas rester justement sur la partie Nantes-Saint-Nazaire pour jeter un coup d'œil sur quelque chose qui est en train de se passer là actuellement, qui a commencé il y a quelques jours en fait, et qui peut directement intéresser Cargo dans son ensemble et les personnes ici présentes. Alors, concernant l'atelier lui-même, on l'a vraiment posé comme un atelier exploratoire et où ça s'est bien combiné parce qu'en fait, il y a eu vraiment la conjonction des trois éléments que vous voyez là à l'écran. Très clairement, le cluster cargo, pour nous, ça a été un environnement hyper favorable, c'est-à-dire que les discussions qui ont commencé il y a déjà quelques temps, de disciplines différentes autour de cette thématique, alors qui était décarbonation du transport maritime, et puis que nous, côté géo, on a tiré pas mal aussi vers décarbonation des territoires portuaires ou marqués par le portuaire. Donc très clairement, cet appui de cargo pour nous était essentiel. Ça nous permettait aussi, plutôt côté géo-aménagement, d'explorer ce qu'on a intitulé les effets territoriaux potentiels du processus de décarbonation du transport maritime et du portuaire, alors au sens vraiment ensemble portuaire, mais aussi développement industriel lié à ce portuaire. Sachant que c'est un thème qu'on trouvait finalement assez peu développé, même si on commence à le voir apparaître par bulles, notamment dans les réflexions des agences d'urba, qui sont sur des agglos où il y a des ensembles portuaires, et on sent bien que c'est un thème qui apparaît fortement. Et puis, croisement, bien sûr, avec une démarche pédagogique, c'est-à-dire que, juste pour précision, cette promo d'étudiants, c'est pas des spécialistes de la décarbonation, c'est pas des spécialistes du portuaire, ce sont des étudiants, par contre, qui sont spécialisés sur la gestion des espaces littoraux et maritimes, ce qui vous permet de comprendre aussi leur positionnement parfois par rapport à certaines questions. Et donc, devant traiter un sujet, mais le traiter aussi à leur manière, dans leur façon de percevoir. Donc, je vous l'ai dit, simple aperçu de cette étude. Alors, au-delà de ce simple aperçu, vous, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller bien évidemment plus loin, puisque tout normalement est accessible désormais, presque tout. Le séminaire qui a eu lieu mi-février, alors certains parmi vous y étaient présents, donc où il y a eu une présentation, puis ensuite une succession d'échanges autour de ce travail. Donc, si je ne me trompe pas, c'est en ligne, ça peut être, sur le site de Cargo, je crois. Donc, en tout cas, il est consultable et avec des discussions notamment qui ont été assez intéressantes, entre autres sur un des points qui a été soulevé il y a un instant, sur la question de l'emploi, puisque bien évidemment, il y a plein de questions par rapport à ça. Le rapport qui est désormais consultable là aussi. Alors, il n'est pas encore en ligne, mais il devrait y être bientôt, avec bien la mention version définitive, puisqu'il y a eu une première version qui a un petit peu circulé de façon involontaire, et c'est bien la version définitive qu'il faut utiliser. Et puis les données qui ne sont pas encore consultables, mais pareil, une succession de données qui pourront être utilisées sur une partie de cette thématique. Alors, si je vais. Alors, c'est pas évident en fait de présenter le travail d'une promo d'étudiants parce que c'est leur travail, c'est pas mon travail. Et puis j'avais pas non plus envie de suivre la trame de leur rapport ou la trame de leur présentation lors du séminaire. Donc je me suis un petit peu dégagé de ça pour essayer dans l'ensemble de leur production de poser quelques éléments. Avec tout d'abord euh, les, les angles d'attaque que les étudiants ont mis en évidence. Je l'ai mis entre action constatée, projet engagé et réflexion plus ou moins avancée. En fait, c'est le déroulé, c'est-à-dire que dans ces différents angles de vue,
de la promo étudiant. On en a deux qui correspondent plutôt à des actions qui sont déjà engagées, des actions constatées ou quasiment constatées et qui ont été abordées dans les précédentes interventions. Donc je vais faire vite. C'est bien sûr le développement des énergies renouvelables. Alors l'éolien, puis on a le projet EOL sur ce secteur de Saint-Nazaire. C'est aussi bien sûr les actions en matière de production solaire et puis les projets éventuellement sur le solaire. Deuxième aspect, c'est l'électrification des installations portuaires. Là, je pense que ça a déjà été abordé, c'est-à-dire qu'il y a aussi des éléments d'obligation, notamment sur l'électrification des quais. Et bien évidemment, le grand port maritime Nantes-Saint-Nazaire s'embarque aussi sur ce modèle-là. Et puis, il y a des réflexions prospectives qui apparaissent dans ce travail étudiant sur l'électrification plutôt à l'échelle d'un terminal, etc. Donc, mais on est sur des choses qui sont déjà amorcées. Deuxième temps, des projets engagés, là aussi, ça a été rementionné. Alors, c'est bien sûr concernant l'évolution des navires. Ça, c'est ce qui a été abordé notamment lors de la première séance de cette matinée, avec bien évidemment encore beaucoup d'interrogations sur les choix en matière de mode de propulsion. Y compris sur la question du vélic qui a été abordé, sachant que dans le cadre de cargo, le vélic est peu traité, mais il est bien présent sur un certain nombre de points. Sont abordées aussi des réflexions quant à la taille des navires, à des nouvelles stratégies, etc. Production de nouveaux carburants, ça a été abordé, notamment hydrogène vert, etc. Donc c'est aussi un angle d'attaque dans cette étude. Et puis dernier point où là on est plus sur de la réflexion plus ou moins avancée et éventuellement aléatoire, c'est bien sûr ce que j'ai indiqué comme l'avenir des sites industriels fossiles, c'est-à-dire en fait les sites industriels qui s'appuient sur de l'énergie fossile avec des questions bien sûr de démantèlement, de reconversion. Et ça a notamment été abordé là dans les précédentes interventions au travers de deux exemples qui sont, je trouve, très intéressants. Un exemple où la réflexion, ben, elle est assez engagée. On est plutôt sur du court et moyen terme. C'est la centrale thermique de Cordemais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu des allées et venues. Alors là, je me tourne vers mon collègue du port. Je pense qu'actuellement, on est plutôt dans l'idée d'une fermeture de la centrale de Cordemais, alors qu'il y a une année, on était plutôt dans l'idée de changer en fait le type de production. Là, je pense qu'on est plutôt sur une fermeture, mais tant que les choses sont pas actées, ça peut encore se modifier. Et puis, dans cet avenir des sites industriels, et là, on est plus sur de la prospective lointaine, c'est bien sûr la raffinerie de Donge. Il n'est pas du tout envisagé pour le moment, à ma connaissance, que l'on soit dans la fermeture. Mais à l'horizon de 15 ans, 20 ans, 30 ans, ben, bien évidemment, c'est des choses qui peuvent se produire. Et donc, dans ce travail a notamment été analysé des processus de démantèlement ou de reconversion qui ont eu lieu dans d'autres secteurs géographiques sur des sites industriels. Et puis, deuxième petit coup d'œil, c'est bien sûr le volet incidence sur les territoires. Et là, en fait, des incidences diverses, alors qui apparaissent de façon un peu diluée dans l'ensemble du rapport, que là, je pose en 5 éléments. Ça aurait pu être posé différemment. Alors, bien évidemment, avec une entrée géographie-aménagement, la question foncière, elle est tout de suite présente. Et bien évidemment, l'interrogation, c'est quels vont être les besoins fonciers liés à cette décarbonation des ensembles portuaires avec, ben, ça a été abordé par rapport aux espaces préservés, ben, une disponibilité foncière qui n'est pas extensible. Et puis l'idée là qui fait son chemin que, ben, un peu comme ce qu'on observe pour les villes, les ports pourraient se développer sur les espaces portuaires. C'est-à-dire en gros construire sur l'existant, utiliser les dents creuses, utiliser les zones libérées, sachant qu'il y a aussi des interrogations quand même quant à l'état du sol et du sous-sol, et éventuellement quant au coût de réhabilitation des sites qui pourraient être réutilisés. Ça, d'ailleurs, en la matière, on a des très beaux exemples au Canada, où on a des sites, d'anciens sites portuaires, bah, qui finalement ne sont pas réutilisés parce que les coûts de remise en état des lieux sont tels qu'en gros, on a laissé tomber. Et notamment, on a un site assez intéressant au cœur du port de Montréal, ben voilà, qui est toujours en attente de moyens. La question de l'emploi, très clairement. Alors, avec
avec un grand flou quant aux projections en matière d'emploi de la décarbonation. Alors, d'une part, un flou, et puis d'autre part, ce que l'on trouve à chaque fois, c'est-à-dire que tout projet est excessivement optimiste quant aux créations d'emplois qui vont être liées à ce projet. Par contre, ce qui est très clair, c'est qu'il va y avoir des pertes d'emplois et il va y avoir des gains d'emplois. Et ce qui est en fait derrière ça beaucoup plus intéressant, c'est qu'il va y avoir probablement une transformation des types d'emplois avec potentiellement des personnes exclues de cette transformation, des personnes à former, des personnes peut-être à venir sur le territoire, et donc derrière toute la question de la formation, du logement, etc. Thématique de l'environnement, alors sans reprendre ce qui a été dit avant, là ce qui est intéressant, c'est que a priori, l'effet serait plutôt positif sur l'environnement si on est dans une logique de décarbonation, mais en même temps, assez étrangement, il y a peu d'analyses sur les potentiels effets environnementaux des nouveaux types de développement industriel. En tout cas, dans ce qu'on a observé, c'est pas trop pour le moment un objet d'analyse. Les paysages, alors là, tout particulièrement parce que dans l'estuaire, sur ce secteur Nantes-Saint-Nazaire, on est quand même en partie sur des espaces très plats, très ouverts. Donc, on a vraiment des marqueurs paysagers. Et typiquement, la centrale de Cordemais, si elle disparaît, c'est un marqueur paysager qui va changer. La raffinerie de pétrole, même chose. Je vous rappelle que la raffinerie de pétrole, à la grande époque de la communication dans Saint-Nazaire, on appelait ça la cathédrale industrielle de l'estuaire. Une manière de dire, voilà, ça marque un paysage. Et bien évidemment, ça veut dire des changements de paysage qui n'est pas forcément négatif. Par contre, traditionnellement, dans les mécanismes de conflit sur les territoires, on sait que la question paysagère est souvent un déclencheur de situations conflictuelles. Et on le voit par exemple avec l'éolien en mer. Et puis bien sûr, la question de la réindustrialisation. Alors ça, c'est un terme qu'on n'arrête pas d'entendre depuis 2, 3 ans, notamment depuis la période du Covid. Réindustrialisation où on ne sait pas trop si on est dans de l'espoir ou dans de l'utopie, parce qu'on voit bien que c'est pas aussi simple que ce que l'on peut imaginer. Et puis, ces questions de filière avec une observation qui est assez intéressante, c'est-à-dire cette idée de pouvoir construire une filière énergétique et je pense que Nantes-Saint-Nazaire a effectivement des atouts sur ça, mais en même temps, on voit bien que quasiment tous les ports ont à peu près le même discours et le même objectif à l'heure actuelle. Et donc, peut-être qu'il va y avoir des effets de concurrence et de sélection. Bon, je passe très vite, désolé sur tous ces éléments-là, mais c'est juste un aperçu. Et bien évidemment, ce qui ressort, c'est que les incidences, elles s'inscrivent à différentes échelles. Typiquement, la question de l'emploi, ça ne va pas être juste à l'échelle d'un terminal, ni même à l'échelle du port de Saint-Nazaire. On est sur une entité beaucoup plus vaste. Et donc, bien évidemment, ça pose aussi la question de la gouvernance d'un port qui s'inscrit en fait sur un territoire qui est à la fois local, régional, et puis qui s'inscrit aussi dans un territoire national. Pour terminer sur le travail étudiant, et j'ai pas du tout regardé le temps que j'avais, donc je ne sais pas où j'en suis, et j'espère qu'en fait vous n'avez pas regardé. Voilà, ça tombe bien. Juste, mais je passe très vite, je n'aurai pas le temps de le développer. À l'issue de leur présentation, en fait, le groupe d'étudiants a pointé notamment 5 objets de débat pour eux à l'issue de leur travail et que je voulais vous présenter. Tout d'abord, des interrogations de leur part quant à la pertinence de faire une priorité de la décarbonation du transport maritime dans la mesure où finalement le transport maritime ne pèse pas beaucoup dans les effets de pollution, donc il y a peut-être d'autres priorités. Deuxième temps, il y avait deux éléments de débat que j'ai mis ensemble. C'est la question de l'acceptabilité sociale, la classique en aménagement, et je ne le développe pas parce que je vais y revenir justement sur mon petit coup d'œil hors dans Saint-Nazaire. Et puis c'est aussi la question du modèle économique où en fait, dès le début, le groupe d'étudiants a dit la meilleure décarbonation, c'est peut-être de faire disparaître du transport maritime qui ne sert à rien. C'est-à-dire, est-ce que toute circulation, est-ce que tous les produits qui circulent à l'heure actuelle, à l'échelle mondiale, ont besoin de circuler? Donc, ils l'ont posé, bien sûr, comme une des questions. Autre point, alors là, très intéressant parce qu'en fait, ça couplait un autre travail qui se termine, une thèse en fait, qui se terminait dans les mêmes moments. C'est en fait le
dans les réflexions sur cette décarbonation, le peu de lien avec les effets locaux du changement climatique, et notamment la remontée du niveau des mers. Et ce qui est très intéressant pour les estuaires, c'est qu'en fait, les estuaires ont été mis complètement à l'écart des réflexions qui avaient été engagées. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de travaux sur les zones côtières, et puis en gros sur les estuaires, et notamment l'estuaire Nantes-Saint-Nazaire, ces cartes-là, elles sont sorties il n'y a pas très longtemps. Et Florian Drouot vient de soutenir sa thèse là, il y a 2 semaines sur ce sujet-là, justement sur la gestion adaptative dans les estuaires liés à ce phénomène. Et c'est extrêmement intéressant d'un point de vue portuaire et d'un point de vue industriel. Et ça paraît peu, en fait, dans les réflexions. Et puis enfin, là aussi, point très intéressant, le constat d'une approche de cette question de la décarbonation qui reste quand même assez fortement en silo. On a son projet, on a ce secteur géographique concerné, et ce qui n'était pas forcément problématique tant qu'il y avait très peu de projets, mais qui devient un petit peu plus problématique dans la mesure où, à un moment donné, il va quand même falloir se pencher sur ce qu'on appelle les effets cumulatifs. Et donc, ce n'est pas chaque projet qu'il faudrait observer, mais un peu plus largement. Et alors, hasard du calendrier, en gros, les étudiants ont terminé leur travail au moment où justement il y a eu ce fameux au-delà. C'est-à-dire que ce au-delà, c'est pas du tout sur Nantes-Saint-Nazaire, mais c'est sur le secteur marseillais. Et en fait, sur le secteur de Fos-Marseille, on est vraiment sur Fos, ça a un côté emblématique, c'est-à-dire c'est assez emblématique des zones industrielles portuaires qui se mettent en place dans l'ancien monde, là, années 60-70, sur l'énergie. Et puis, c'est devenu aussi, il y a quelques années, j'ai été un peu trop vite, emblématique de justement cette mutation, c'est-à-dire aller vers du portuaire et de l'industriel au portuaire décarboné, donc une sorte de verdissement de l'industriel au portuaire, et puis un verdissement qui est venu télescoper une autre vision du verdissement, c'est-à-dire que ces projets, bien sûr, ils peuvent être générateurs de conflits sur un territoire. Et les conflits, bien sûr, il faudra arriver à les gérer et éventuellement à les réguler. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça a débouché sur ce qui vient de commencer, c'est-à-dire la décision de lancer, alors ce qui est titré ici dans un article du Marin comme un débat public global inédit. Alors global, en fait, il faut l'entendre comme territorial. C'est-à-dire, c'est vraiment la question territoriale qui est prise en compte. Inédit, je crois pas tout à fait, mais alors là, je suis sûr des œufs parce que je pense qu'il y a eu une première tentative avortée sur le secteur du Havre, un peu dans la même logique et qui a capoté très rapidement. Et ça, c'est ce qui existe à l'heure actuelle, c'est-à-dire le débat public, fausse berre Provence. Alors d'ailleurs, même l'intitulé du territoire est assez intéressant. Un avenir industriel en débat. Donc c'est la Commission nationale du débat public qui coordonne ça. Je ne sais pas du tout ce que va devenir cette commission, puisque je crois qu'elle est dans le collimateur du Parlement quant à la simplification administrative. Donc je ne sais même pas ce qui a été décidé sur la commission elle-même. Le débat, donc, il a commencé il y a quelques jours. Il a lieu jusqu'à la mi-juillet. Il se fait en direct, classique, par des réunions publiques, des réunions ciblées. Et puis, il est aussi en ligne. Et c'est là où je me disais, dans ce groupe Cargo, il peut très bien y avoir des personnes qui aient l'envie de donner leur avis sur certaines questions, puisque les avis ne sont pas nécessairement ciblés sur le secteur territorial de Fos, mais peuvent être aussi sur certaines thématiques. Donc ça peut être une façon de se faire identifier comme travaillant sur ces objets-là. Et puis personnellement, c'est une démarche qui est extrêmement intéressante à observer. Donc, voir ce qu'il en sortira. Et là, je ne m'y arrête pas, mais je vous fais juste apparaître les 9 thèmes du débat, tels qu'affichés officiellement sur le site. Et vous pouvez aller sur le site du débat public pour en savoir un peu plus. Et alors, si je renoue avec cette question d'incidence sur les territoires, là, on le voit assez bien, c'est-à-dire que là, on a un zoom sur la zone industrielle au portuaire de Fos, où sont les projets actuellement désignés décarbonation. Donc, vous avez, alors après, dans ce rapport, vous avez tout le détail de chacun des projets. C'est extrêmement riche, en fait, comme info. Et puis, en fait, cette zone, elle est seulement une partie de la zone qui est mise en débat. Donc en fait, la carte précédente, ça correspond à ce secteur-là. La zone de débat, c'est en fait celle qui est en pointillé. Et cette carte aussi, elle est intéressante parce que
et renoue en fait avec les autres acteurs. Et notamment, c'est très intéressant de voir apparaître la limite de la métropole de Marseille, qui de fait est un acteur important de ces questions territoriales. Puis la métropole à Marseille ayant l'art de se représenter comme rayonnant sur quasiment la totalité du monde, mais je ne m'arrête pas sur la petite cartouche. Et puis là, bah, pour nous, c'est encore plus intéressant parce qu'on voit bien que la zone industrielle portuaire, la zone d'études intégrant l'étang de Berre, et puis la métropole, ben en fait, les problématiques vont bien au-delà, et notamment avec la question des réseaux. Mais à terme, ça sera peut-être aussi avec la question de l'emploi ou d'autres sujets. Et on voit apparaître notamment ici, donc bien évidemment, un, un réseau qui n'est pas délimité parce que c'est le réseau problématique actuellement. Ben là, c'est le projet de ligne à très haute tension afin d'alimenter un, un projet de décarbonation sur une zone portuaire. Alors là, juste un dernier point, mais je n'ai pas du tout vérifié, c'est juste une mention dans un article qui avait l'air plutôt un article assez solide. Il semble estimer que le besoin à terme, une fois qu'on aurait fait cette bascule décarbonée, les besoins en électricité de la zone portuaire Fos-Marseille seraient l'équivalent de la consommation actuelle de l'agglomération marseillaise. Donc à l'horizon de 15 ans ou 20 ans, juste pour vous indiquer bah, que de fait, les besoins électriques vont être très importants. Et pour terminer, ben, un petit coup d'œil retour au local, parce que là aussi, il y a des effets de calendrier. Euh, février 2025, mars 2025, les deux territoires qui bordent le port Nantes-Saint-Nazaire sont en train de finaliser leur schéma d'aménagement. Et bien évidemment, les questions industrielles, les questions de décarbonation, les questions d'emploi ben, sont au cœur de leur réflexion. Là, vous avez le secteur du SCOT Nantes-Saint-Nazaire, donc regroupant en fait la totalité de la rive nord de l'estuaire, puis un petit bout du sud quand on est dans l'agglomération nantaise. Et là, vous avez le SCOT dit du Pays de Ré, puisqu'en fait, voilà, on a deux territoires, deux projets d'aménagement à l'heure actuelle. Mais point intéressant, entre le nord et le sud, pour la première fois, ils se sont accordés et dans les documents, il y a un chapitre commun concernant l'estuaire, mais à la fois les aspects industriels et portuaires, mais aussi les aspects environnementaux. Et c'est là où bah, on voit bien que les choses commencent un petit peu à bouger. Puis je ne m'arrête pas sur la vision Nantes-Saint-Nazaire de l'estuaire. Je ne comprends pas bien pourquoi ils considèrent que ça s'arrête là. Mais bref, ça c'est un détail et je pense qu'ils ont aussi des problèmes de représentation cartographique. Et pour terminer, parce que c'est complètement dans la continuité, vous avez peut-être déjà reçu ce genre de mail de ma part parce que j'ai relancé, je crois, hier ou avant-hier. Cet après-midi, là, à 16 heures, il y a une conférence débat qui a lieu dans un autre bâtiment du campus, mais qui est complètement dans cette logique. C'est-à-dire qu'en fait, là, vient de s'ouvrir le débat que vous pouvez trouver en ligne. Là, il a commencé mi-mars et il va jusqu'à fin mai. Renforcement électrique de la façade atlantique. Ben, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et là, on dépasse la question des ports et du transport maritime, mais à partir du moment où on commence à décarboner, ben, les besoins électriques vont augmenter et bien évidemment, il y a des problématiques de réseau qui vont se poser de lignes, etc. Et donc, si vous êtes disponible, bah, c'est ouvert à tout le monde. Et la personne qui intervient là de RTE, si j'ai bien compris, puisque c'est pas moi qui ai calé cette séance, elle va faire une présentation relativement courte. Et après, l'objectif est vraiment de débattre, c'est-à-dire elle essaiera de répondre aux questions, aux interventions diverses. J'arrête là. Promis.